Il y a un demi-siècle, le Canada a mis fin à l'idée oppressante selon laquelle l'homosexualité était une maladie mentale. Cette avancée nous a donné la liberté de sortir de l'ombre, d'être visibles, d'élever nos voix et de défendre fièrement nos droits. Cette avancée a marqué un chapitre essentiel dans l'histoire de l'acceptation des diverses orientations sexuelles et identités de genre. La meilleure façon de contextualiser cet événement pour les élèves serait de leur donner une idée de l'ampleur des changements survenus au cours des 50 dernières années et de vérifier spécifiquement auprès des élèves, quel que soit leur niveau scolaire, quels sont leurs sentiments, leurs expériences avec cette compréhension de la santé mentale aujourd'hui. Je pense qu'en tant que système éducatif, les enseignants, les directions et les administrations sont beaucoup plus transparents et disponibles pour apporter leur soutien. Je pense que nous avons fait beaucoup de travail au sein du secteur de l'éducation pour surmonter la stigmatisation de la santé mentale et de la maladie mentale. Je pense que les étudiants sont beaucoup plus disposés à chercher du soutien, à poser des questions ou à identifier leurs propres besoins en matière de santé mentale. Le meilleur conseil que je pourrais donner aux enseignants, de la même manière que pour établir le contexte pour les étudiants, serait de solliciter des questions de la part des étudiants sur ce qu'ils savent du DSM. Que signifient ces lettres? À quoi font référence les termes de diagnostic et de statistique? Je pourrais revenir sur l'histoire et parler non seulement de la psychologisation, mais aussi des éléments sociaux et culturels qui vont de pair avec ça en termes de malaise, de mal-être et de maladies associées à la diversité sexuelle et de genre. Je pense que les étudiants grandissent à une époque où la communauté queer a connu un certain succès en termes d'activisme, de changement social, de politique ou de législation. Nos victoires en matière de droits de l'homme devant les tribunaux, ce changement n'est pas le fruit de la bienveillance, mais de l'action directe et de l'activisme, non seulement de la communauté queer, mais aussi de tant de personnes qui ont été affectées par cette pathologisation de ce qui constituait de véritables besoins. En 1973, l'American Psychiatric Association a finalement décidé, après des années de perturbations agressives et militantes de ses réunions, de déclarer que l'homosexualité n'était plus un trouble mental. Cette décision s'appuyait sur les fronts de libération gay créés à la suite des émeutes de Stonewall en 1969 à New York, qui avait un caractère beaucoup plus libérateur que la plupart des organisations gays actuelles. Il s'inspirait du Front national de libération du Vietnam, qui s'opposait à l'armée américaine et à l'impérialisme américain. Ils étaient également alignés avec le Black Panther Party. Même si c'est l'Association américaine de psychiatrie qui a modifié sa position, cela a eu un impact majeur au Canada. Indépendamment de la façon dont vous vous identifiez, il est très important que la communauté médicale ne vous considère pas comme souffrant d'une sorte de trouble mental. Il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire sur le plan organisationnel lorsque les institutions que vous essayez de changer ne vous considèrent pas comme sains d'esprit, ne vous considèrent pas comme étant aussi cohérents et compétents que d'autres activistes. C'était donc un obstacle très important à surmonter. Si vous êtes étiqueté comme ayant une maladie mentale, vous n'avez certainement pas confiance en vous. Vous ne vous sentez pas assez confiant pour être visible, pour faire votre coming out auprès de vos amis et de votre famille, et certainement pas pour être reconnu auprès de votre communauté. Les gays et les lesbiennes, et certainement aussi les transgenres, étaient soumis à d'horribles traitements tels que les électrochocs, l'isolement cellulaire ou, pire encore, ce que nous appellerions aujourd'hui de la torture. Il s'agissait là d'une barrière importante, disons même d'une barrière critique, à franchir pour être considérés comme des humains à part entière et pour que notre humanité soit reconnue et respectée. L'un des principaux moyens par lesquels nous étions contrôlés et réglementés était l'idée que nous étions censés être des malades mentaux. Il était donc crucial de vaincre cette idée de manière fondamentale. Dans le contexte canadien, l'impact a été légèrement différent. N'oublions pas que la réforme du Code pénal de 1969, qui avait eu lieu quelques années auparavant, était basée sur le fait que les homosexuels s'adonnant à des activités en privé étaient des malades mentaux.
C'est ce que Turner, Trudeau et la majorité des personnes soutenant la réforme avaient avancé. J'ai grandi à une époque au début des années 80 où je voyais la communauté queer associée au VIH et à ce type de maladie. J'ai vu ce changement se produire. J'ai été impliqué, je me suis investi après mon coming out et je me suis engagé dans l'activisme pour changer le monde parce que j'avais intériorisé une grande partie de ces dommages. J'ai réalisé que les droits que nous avons pu exiger, faire adopter, pour lesquels nous avons fait pression et ceux que nous avons défendus au cours des 50 dernières années sont précaires. Et à moins que nous n'enseignions aux nouvelles générations l'importance de la lutte et combien il est vital de maintenir cette lutte et de se souvenir de l'histoire, nous pourrions perdre ces droits tout aussi facilement. Je pense que la chose la plus importante que nous devons apprendre de cette histoire est que parfois des choses comme les apps, c'est ainsi qu'on les appelait lorsque les gens se rendaient à l'American Psychiatric Association et les perturbaient, sont en fait le moyen de remporter des victoires. Mais je pense que nous devons aussi reconnaître qu'il y a encore des problèmes majeurs. Nous savons que de nombreux responsables et professionnels de la psychologie et de la psychiatrie mènent encore des actions contre les personnes queer et contre les personnes transgenres en particulier. Et bien sûr, à l'heure actuelle, l'accent est mis sur les jeunes transgenres et sur les soins d'affirmation du genre et les types de soutien à la santé. Cette rhétorique du contrôle parental sur les jeunes queer et transgenres fait ressurgir l'idée qu'il y a quelque chose de fondamentalement mauvais. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître que nous ne sommes pas quelque chose de défini dans un livre, une étiquette qu'on nous colle. Nous sommes des êtres humains, nous faisons partie de la société, nous faisons partie de tout le monde et nous ne sommes pas considérés comme des malades mentaux. Nous sommes simplement qui nous sommes et nous devons en être fiers. Et en transmettant cela à la prochaine génération, nous serons en mesure de savoir que ces droits ne sont pas acquis. Nous nous sommes battus pour eux et nous continuerons à le faire. Notre lutte collective pour la visibilité a changé le cours de l'histoire.